Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. La nouvelle centrale électrique de Hassi Messaoud, réalisée dans le cadre du programme des 4000 MW, devrait à terme constituer un apport important dans la couverture des besoins de l'ensemble du territoire national en énergie électrique. Déclaration du PDG de Sonelgaz en visite hier à Ouargla. En à peine quelques mois, l'usine d'assemblage de Volkswagen implantée à Rolizen a réussi à faire sortir 12 000 véhicules et créer 700 postes d'emploi. Un reportage dans notre édition. Et nous terminerons ce journal avec une figure de proue de la résistance berbère, la reine des Aurès Derya ou Lekahina. Bonjour à tous. Activité parlementaire pour commencer ce journal. Reprise des travaux en séance plénière au Conseil de la Nation. 2 projets de loi relatifs aux compétences du Conseil d'État et à l'organisation des établissements pénitentiaires seront présentés pour débat. Une série d'installations électriques relevant de la Sonelgaz à Ouargla ont été inspectées hier par le PDG du groupe. Mohamed Arkab a visité notamment la nouvelle centrale électrique de Hassi Messaoud, réalisée dans le cadre du programme des 4000 MW. Une installation qui constituera une fois à terme un apport important dans la couverture des besoins de l'ensemble du territoire national en énergie électrique. Yasmine Chouir. Ce sont divers projets dans le secteur de l'électricité et du gaz dont a bénéficié la wilaya de Ouargla, et ce dans le but d'améliorer la qualité du service en soutenant les réseaux de distribution. Des opérations qui permettent d'accompagner les investisseurs et soutenir la dynamique du développement dans la région. Il faudrait que ce transformateur soit opérationnel le 9 mars de cette année. Nous espérons être prêts pour ce rendez-vous qui coïncidera avec le lancement des grands projets à Ouargla, à l'exemple du tramway et d'autres projets. Nous serons en mesure de couvrir les besoins de tous ces projets avec ce transformateur, ces zones industrielles, et avec un deuxième transformateur d'une capacité de 220 kW qui viendra appuyer le premier. Tout cela devrait couvrir largement les besoins futurs de la région en matière d'industrie et d'agriculture et pourra répondre à toutes les demandes de cette précieuse énergie. Une station solaire de production d'énergie à Al-Hadjira a récemment été mise en fonction. Elle contribuera à renforcer les infrastructures en énergie électrique dans une région qui a longtemps souffert de perturbations dans ce domaine. Avant, on avait tout le temps des coupures de courant, mais maintenant tout va bien. L'électricité est disponible et cette station a la capacité de couvrir les besoins de 40 à 50 000 logements. D'une superficie de 80 hectares avec plus de 120 000 panneaux photovoltaïques, cette station a été conçue dans le cadre du programme national visant à concrétiser des projets de production d'énergie électrique grâce aux énergies renouvelables respectueuses de l'environnement. Plusieurs points d'eau alimentant des centaines de nomades dans la commune de Oumlassel sont à sec depuis quelques mois à cause de pannes successives des éoliennes qui alimentent ces puits en énergie électrique. Un problème récurrent qui a poussé les autorités locales à remplacer ces éoliennes par des panneaux solaires plus efficaces pour alimenter ces points d'eau. Karim Haïfa. Tous les points d'eau destinés aux nomades disséminés sur la commune d'Oumlassel sont à sec, non pas à cause de la sécheresse, mais tout simplement à cause de la vétusté du matériel utilisé pour le pompage de l'eau, à savoir des éoliennes d'un autre temps tombées en panne l'une après l'autre en l'espace de quelques années à peine, poussant les nomades de la région à se déplacer vers des villages situés à des centaines de kilomètres d'ici pour s'alimenter en eau potable. On n'est pas satisfait du rendement de ces éoliennes. On en a 6 ou 7 dans toute la région d'Oumlassel, mais elles sont toutes en panne. On vient de loin avec nos bêtes pour s'approvisionner en eau. Malheureusement, ces puits sont souvent à sec car les éoliennes sont en panne. En plus, on souffre de la sécheresse. Plusieurs opérations ont été effectuées ici par la direction de l'agriculture et la commune d'Oumlassel, avec le concours du Haut Commissariat pour l'agriculture saharienne de Ouargla, pour trouver des solutions à ce problème et aider la population locale à s'approvisionner en eau avec des moyens modernes. À Hassis Mira, ce point d'eau est l'unique puits à des dizaines de kilomètres à la ronde où des milliers de nomades avec leurs troupeaux de dromadaires et de chèvres viennent s'alimenter quasi quotidiennement en eau.
Ici, une solution a été trouvée, remplacer l'éolienne en panne depuis plus de 3 ans par une plaque photovoltaïque qui assure à elle seule le pompage de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau par jour. Ici, l'eau est disponible en continu depuis 3 ans, et ce grâce à la nouvelle installation des panneaux solaires. L'installation devrait tenir quelques années pour peu que les autorités concernées lui assurent un entretien régulier et constant. Des autorités qui devraient, avant la fin de l'année, remplacer l'ensemble des éoliennes par des panneaux photovoltaïques afin d'assurer la survie de toute une partie de la population d'Oum El Assel et de son cheptel. L'industrie mécanique s'implante à Relizane avec l'ouverture en juin dernier de l'usine d'assemblage de Volkswagen Sovac. En moins d'une année, 700 postes d'emploi ont été créés et 12 000 véhicules assemblés. L'usine compte bien développer ses activités et aller vers la fabrication des pièces de rechange. Le reportage d'Emel Esselidir. En quelques mois à peine, 12 000 véhicules ont été fabriqués à l'usine Sovac de Relizane. Récemment installé en Algérie, le constructeur allemand a dépassé ses objectifs initiaux tant en matière de production que de création d'emplois. On a réussi grâce à l'engagement de nos employés et leur persévérance à atteindre 12 000 véhicules un mois avant la fin de l'année, ce qui est prometteur pour l'avenir. Nous prévoyons d'avoir dans le futur proche 723 employés que nous avons recrutés ici à Relizane. 86% sont des primo-demandeurs, c'est la première fois qu'ils travaillent dans l'automobile, qu'ils travaillent tout court. Et 96% n'ont jamais travaillé dans le domaine automobile. On les a recrutés ici, on les a formés ici à l'usine. 2 formations, il y a la formation basique qui a été purement académique en classe. Et la deuxième formation, c'est une formation on-job training, c'est une formation sur poste et qui a donné d'excellents résultats et qui a prouvé qu'on pouvait atteindre l'excellence avec des jeunes qui ont beaucoup de potentiel. Avec une main-d'œuvre qualifiée, ici, plus de 700 salariés se relayent dans un système de 3x6. Pour l'heure, ils assurent l'assemblage des véhicules avec des pièces semi-montées. Mais le secteur semble avoir un bel avenir. Le constructeur compte élargir ses activités et passer à la fabrication de la pièce de rechange. Nous allons, avoir le projet sera scindé en 2 étapes, ou bien en 2 gros blocs. D'abord des usines de manufacture automobile et tout à côté un village des équipementiers. Donc voilà, c'est ça. Pour atteindre le taux d'intégration de 40%, nous avons besoin d'allier les équipementiers qui seront installés directement sur le terrain concédé par l'État. Un investissement qui contribuera à absorber le chômage dans la région, mais pas que, car il permettra d'alimenter l'usine de production qui ambitionne d'intégrer le marché africain. Nous prévoyons aussi d'exporter en Afrique. Nous voulons être un tremplin, particulièrement pour le constructeur SEAT, qui souhaite pénétrer le marché africain via le portail algérien. Donc si nous satisfaisons d'abord la demande de notre marché, on pourra envisager d'exporter vers l'Afrique. D'abord en véhicules finis, mais surtout en pièces de rechange. Véritable moteur économique, l'industrie automobile peut donc aspirer à voir grand. D'autant plus que tous les ingrédients sont réunis pour que l'Algérie devienne un pays constructeur. La récupération des déchets, leur recyclage et transformation en matières premières pourraient constituer une importante ressource financière pour notre pays. Un secteur pourtant inexistant chez nous. La ministre de l'Énergie en visite à Batna appelle justement les jeunes à investir ce créneau porteur. Hassiba Abdallah. Enfouissement, transformation ou recyclage, un domaine qui apporte beaucoup et où être humain et environnement sont tous deux gagnants. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a insisté depuis Batna sur l'importance de cet investissement. Nous supervisons plusieurs expériences de jeunes investisseurs dans ce domaine de récupération des matériaux. Le nombre de ces projets peut paraître très peu, mais nous pouvons dire que nous avons tout de même un projet de ce type dans chaque wilaya que nous avons visité jusque-là. C'est très important de recourir à cette technologie pour compenser le déficit financier causé par la chute du prix du pétrole. Pour cela, chaque wilaya devrait avoir sa propre stratégie d'investissement. Ces projets de récupération des matériaux est en effet très intéressant. L'unité de recyclage et de transformation du plastique dans la daïra de Belika, par exemple, a énormément contribué dans la réduction du taux du chômage dans la région, comme elle a contribué au développement local. Et ce, sans compter les bienfaits pour l'environnement.
Aujourd'hui, cette unité récupère 20 tonnes de plastique au quotidien pour les transformer en différents produits mis sur le marché. Si Dieu le veut, nous aurons dans un futur proche 2 unités, une pour les fibres industrielles et l'autre pour le recyclage du plastique. L'émergence de tels projets permettra à l'Algérie de se passer de l'importation d'un bon nombre de produits. En plus de la réduction de la facture de l'importation, du respect de l'environnement et du redynamisme de l'économie, le domaine de la récupération des matériaux constitue pour les jeunes un terrain fertile d'investissement. Et sachez qu'Oran accueille actuellement le 2e salon international du recyclage et du traitement des déchets, une occasion pour faire connaître les expériences initiées à l'étranger dans ce domaine. Dans le dossier logement, il sera procédé dans les tout prochains jours au lancement de la formule LPA. Le décret exécutif relatif à cette formule, qui comprend plus de 70 000 unités, est en phase de signature, a déclaré le ministre de l'Habitat. Lors d'une réunion avec les directeurs du logement des wilayas, le ministre a souligné la nécessité de parachever le cadre final de cette formule avant la signature du décret. Cette formule, qui compte 70 000 unités, peut être revue à la hausse, a précisé le ministre. La formule du logement locatif promotionnel sera quant à elle annoncée après la fin de l'opération d'encadrement du logement promotionnel aidé, a précisé Abdelwahid Tamar. Le point focal de changement de décret, c'est maîtriser les finances. Tout passe par CNL. On a على الأقل la garantie باللي الفلوس ما يروحوناش. المواطن تاع دراهمه محميين، دراهم الدولة محمية، والمرقي كذلك نحموه في لو بايمون تاعو باسكو حنا نتقاسموا المسؤولية. À l'étranger, de hauts représentants des deux Corées se sont retrouvés ce mardi pour leur premier face-à-face officiel en plus de 2 ans, focalisant sur les prochains Jeux olympiques d'hiver, après les tensions provoquées par les ambitions nucléaires de Pyongyang. Séoul et Pyongyang ont justement décidé de rétablir leur liaison téléphonique militaire, a annoncé un responsable sud-coréen, quelques jours après la remise en marche d'une ligne téléphonique civile. Retour au pays. On vous parle ce matin de l'une des principales figures de la résistance berbère au 7e siècle, Dihya, ou plus connue sous le nom de la Kahina, la reine des Aurès et symbole de courage et de détermination pour toute une culture. Naïma Haouch. Dihya, connue aussi sous le nom de Kahina, est une reine guerrière berbère. Elle a unifié les peuples du Maghreb au 7e siècle. Fine stratège et chef de guerre redoutable, Kahina est, selon les historiens, parmi les rares femmes possédant un parcours aussi exceptionnel. Celle qui faisait trembler Rome a élu domicile à Baraï, à Khenchla. Elle était un symbole durant cette période noire. Pendant des siècles, la femme était persécutée, mais Dihya des Aurès, l'Algérienne, la Berbère, a eu un très grand rôle et a fait honneur non seulement à la femme algérienne, mais à toutes les femmes du monde. C'est un personnage, c'est la femme combattante, la politique qui dirige une armée. L'histoire ne parle pas de femmes qui ont fait tout cela, l'histoire évoque des reines, des dirigeantes ou même des femmes qui ont travaillé dans la politique, soit au devant de la scène ou dans les coulisses. Mais l'histoire a rarement évoqué des femmes qui ont commandé des armées. Kahina était confrontée aux armées arabes au début de la conquête musulmane du Maghreb. Selon les historiens, les armées arabes étaient porteurs de messages, mais la guerrière leur a tenu tête. Oui, elle voyait dans cette conquête une menace pour exploiter les richesses de son pays, comme ils ont fait auparavant, les Romains pendant 5 siècles, les Byzantins, donc 7 siècles de domination. Nombreux sont ceux, les romanciers et essayistes, qui décrivent Dihya comme l'une des premières féministes de l'histoire.
On terminera ce journal avec du sport militaire, avec l'entrée en lice de 17 équipes représentant les diverses régions militaires au championnat national de tir au pistolet automatique, ouvert hier au siège de la 7e brigade blindée à Tel Arma, dans la wilaya de Milam. Sofiane Assous. La cérémonie d'ouverture qui a été présidée par le commandant de la 7e brigade blindée, au nom du commandant de la 5e région militaire, a mis l'accent sur l'importance des compétitions sportives pour développer l'aptitude militaire des éléments de l'ANP. Ces compétitions sportives militaires organisées dans les différentes unités de l'armée nationale populaire démontrent toute l'importance qu'accorde le haut commandement de l'armée pour le sport militaire, sa promotion et son développement. Les joutes qui se déroulent sur 3 jours mettent en compétition plus de 120 tireurs représentant les diverses régions militaires, commandements des forces, grandes unités et écoles de l'ANP ont lieu dans les épreuves de tir de précision et de tir de rapidité au champ de tir électronique. On vise à mettre sur pied une équipe nationale garçons et filles compétitive et performante pour les joutes arabes, africaines et internationales, selon le programme du Conseil international de sport militaire, ce qui nous permettra de bien se préparer pour les Jeux mondiaux du sport militaire prévus en Chine en 2019. Cette compétition qui permet de mettre en application les règlements de tir du Conseil international du sport militaire a révélé un niveau technique très élevé sous les yeux veillants des 2 entraîneurs des sélections nationales et des responsables du sport militaire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohel Pendimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.